Bonsoir et bienvenue à tous. À la une ce dimanche soir, à la veille de l'évacuation de la jungle de Calais, les maraudes pour informer les migrants s'intensifient. Ils seront plus de 6400 emmenés par car vers 280 lieux dans toute la France. Entre angoisse et résignation, ils sont nombreux à n'avoir pour projet que de revenir à Calais pour rejoindre l'Angleterre. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Esther Lefebvre. Unis dans le recueillement à Puisseguin, un an après le tragique accident de car qui a coûté la vie à 43 personnes, une messe et 2 cérémonies d'hommage ont aujourd'hui été célébrées en présence des familles. Mais comment faire son deuil alors que de nombreuses questions restent sans réponse ? Nous vous emmènerons dans un village irakien libéré. Reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Les troupes irakiennes et kurdes, aidées par les avions de la coalition, progressent dans leur offensive vers Mossoul, deuxième ville du pays et fief de l'État islamique. Un recyclage qui vaut de l'or, celui de nos portables. 24 millions de téléphones sont vendus chaque année en France. Iront-ils polluer la planète ou saurons-nous recycler ces appareils aux richesses, vous allez le voir, insoupçonnées? Et puis, à l'heure des prix littéraires, nous avons voulu vous faire partager notre coup de cœur. Le premier roman du slameur Gaël Faye, Petit Pays. Ses ventes décollent, il est en lice pour quasiment toutes les récompenses. Bonsoir à tous. L'évacuation de la jungle de Calais commencera demain à l'aube. C'est une opération inédite en France. Elle équivaut au démantèlement d'une petite ville. L'État s'est donné une semaine pour répartir les exilés dans quasiment toutes les régions de France. Ce soir, les maraudes pour informer les migrants s'intensifient. Sur place, Annie Bazar, Morgan Dou, Nathalie Benarek. En pachtoun ou en arabe, les agents du Haut Commissariat pour les réfugiés tentent de répondre aux nombreuses questions des migrants. On voit effectivement qu'il y a un besoin d'information et donc que le manque d'information peut créer en fait du stress, de l'anxiété. À quelques mètres de la jungle de Calais, dans le centre d'accueil provisoire, ce jeune Afghan se sent perdu. Je ne sais pas ce qui se passe. On m'a juste dit que je devais partir demain, que tout le monde devait partir. Les autorités françaises démarrent à peine des maraudes informatives. 10 000 tracts illustrés, traduits en 9 langues, seront distribués ce dimanche et même après le début du démantèlement. Certains se sentent pris au piège. Je n'ai pas le choix, je dois partir. Mais vous voulez quand même tenter d'aller en Angleterre? Oui, je vais tenter. Vous voulez donc revenir à Calais après? Je vais essayer, oui. À J-1 du grand jour, du côté du gouvernement, on se montre confiant. On est dans une course contre la montre pour mettre à l'abri tout le monde. Tout est prêt parce que c'est un dispositif qui ne s'est pas monté en quelques heures ou en quelques jours. Tout semble en effet prêt pour accueillir ces 6400 migrants dans ce hangar de 3000 mètres carrés. Les files, comme celle-ci, sont déjà installées. Les migrants seront séparés en 4 catégories. Les adultes, les familles, les personnes vulnérables ou encore les mineurs isolés. Ces migrants recevront ensuite des bracelets de couleur en fonction de leur région d'accueil. Ils monteront ensuite à bord d'un bus, direction l'un des 450 centres d'accueil et d'orientation. Mais on le rappelle, cette opération devrait durer au minimum une semaine. Et à Calais, rejoignons une autre de nos envoyées spéciales, Esther Lefebvre. Bonsoir Esther. Autour de vous, ce soir, à quelques heures du démantèlement, le dispositif policier, pompiers, sécurité civile est prêt. Oui, ce soir, préventivement, à chaque entrée de la jungle, il y a pas moins d'une dizaine de camions de CRS qui sont prépositionnés. Au total, ce sont 1250 policiers et gendarmes qui sont mobilisés, et ce, en plus du dispositif habituel à Calais d'environ 1000 hommes. Car les autorités le savent, c'est une opération à risque. Leur crainte majeure, ce sont les no-borders, ces militants altermondialistes qui prônent l'abolition des frontières. Ils sont installés dans la jungle depuis une semaine. Et ce que tous redoutent, c'est qu'ils poussent les migrants à l'affrontement avec les forces de l'ordre. L'autre crainte, c'est que les migrants se pressent demain matin dès l'ouverture du sas des départs et que cela crée des mouvements de foule, d'où cette présence massive des forces de l'ordre, à la fois ici même à Calais, mais aussi dans toute la région, et ce, pour éviter que ne se créent de nouveaux camps de fortune à l'extérieur de la jungle de Calais. Merci beaucoup Esther. Et personne ne semble vraiment satisfait de la solution trouvée. Ni les migrants qui pour beaucoup veulent rejoindre l'Angleterre, ni les habitants des régions de France qui doivent les accueillir. Comment les communes préparent-elles d'ailleurs l'arrivée de ces exilés en Charente et dans la Vienne? Reportage de Gwenaëlle Bellec et Loïc Legret.
C'est un village de 4000 habitants dans la Vienne. La mairie se prépare à accueillir 16 migrants dans les heures qui viennent. J'ai la lettre ici, à toute la population, demandant des bénévoles pour nous aider à les accompagner. Combien de réponses ? 50 de réponses à ce jour. Parmi eux, cette ancienne enseignante qui se propose de donner des cours de français. Je pense que ce serait raisonnable de commencer mi-novembre, fin novembre. Et le voici, le centre où vont être accueillis les migrants de Calais. Un responsable nous fait visiter. Le lit est fait. Le lit est fait. Les migrants auront un kit d'hygiène en arrivant qui leur permet d'assurer le démarrage de leur séjour dans ce centre d'orientation. Une kitchenette, une salle de bain et de la nourriture pour quelques jours. Après des mois d'errance, souvent, ces personnes vont avoir besoin d'un temps de repos avant d'entamer les démarches. Les migrants qui vont arriver dans ce type de centre d'accueil et d'orientation ne sont pas forcément tous volontaires pour rester en France. Mais s'ils font leur demande d'asile politique, cette demande va être examinée sous quelques semaines. Ils seront alors orientés vers d'autres structures d'hébergement. À quelques dizaines de kilomètres de là, en Charente, Ruffec, 3500 habitants, s'apprête à accueillir 50 migrants dans cet ancien établissement pour personnes âgées. Les associations, là encore, se tiennent prêtes à accueillir ces hommes évacués de Calais. Après un week-end plus calme, la semaine s'annonce très tendue entre les policiers et le gouvernement. Les syndicats qui seront reçus mercredi par François Hollande sont dépassés par leur base. Hier encore, pour la 6e soirée consécutive, les policiers ont manifesté à Paris, de la place de la République au Bataclan et au restaurant Le Petit Cambodge, des lieux frappés par les attentats du 13 novembre. D'autres rassemblements ont eu lieu à Strasbourg, Nancy, ici à Marseille, pour dénoncer le laxisme de la justice, pour demander plus de moyens humains et matériels. Louis Milano-Dupont et Vincent Hilaire vous livrent le témoignage d'un policier blessé au cours d'une intervention. Il oscille entre lassitude et colère. Pascal Oliveau est brigadier de police à Paris depuis 11 ans, dans une compagnie d'intervention. Il fait partie de ces fonctionnaires exaspérés. Il a lui-même été blessé il y a 6 mois lors des manifestations contre la loi El Khomri. Le 28 avril 2016, place de la Nation, j'ai été gravement blessé par des casseurs, ni plus ni moins, qui m'ont coupé l'oreille en deux avec une bouteille qui m'a éclaté au visage. Ça m'a cassé plusieurs dents et ils sont venus au contact et m'ont lancé des projectiles comme pavés et parpaings. Quelle a été la réponse pénale? Aucune. Aucune, puisqu'aucune interpellation, beaucoup trop dangereux, en sous-effectif. Donc pas d'interpellation, aucune réponse pénale. Et comme beaucoup de policiers, ce brigadier estime que son métier n'est plus valorisé et qu'il n'a plus les moyens de l'exercer correctement. Mes enfants me disent souvent, papa, ne prends pas de risques, fais attention à toi, sois fort, comme un gamin peut dire à son père, puisque pour un gamin, la police nationale, la gendarmerie, ce sont des super-héros. C'est plus le cas aujourd'hui? Bah écoutez, non, c'est pas le cas, non. Non, je suis fier de ce que je fais, je le répète. Fonctionnaire de police, c'est une passion. Mais on ne peut rien faire face à des personnes déterminées comme ça dans les zones de non-droit. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit en France? Bien sûr qu'il y en a. Il y en a des centaines dans toutes les grandes villes. Des zones de non-droit comme celle de Viry-Châtillon, selon lui, où ses collègues ont été blessés par des cocktails Molotov. Pascal Oliveau dénonce également des surveillances inutiles et un détournement de ses missions primaires. On est formé pour tout ce qui est violence urbaine, comme il y a pu y avoir dans le passé. Dernièrement, on a eu des formations pour les tueries de masse, comme malheureusement ce qui s'est passé au Bataclan. On a l'équipement pour les fusils d'assaut et on ne nous emploie pas pour nos missions. Et pardon, du coup, vous faites quoi? De la garde de bâtiment. On est uniquement là pour garder les portes. Des portes bien souvent fermées et des murs. C'est pas normal. À savoir que tous les commissariats parisiens sont en sous-effectif. Face à ce problème des missions statiques, le directeur général de la police a aujourd'hui proposé de les confier à des entreprises privées. À titre d'exemple, la garde de détenus hospitalisés mobilise 300 policiers. C'est un tragique anniversaire qui a été célébré ce dimanche, 1 an jour pour jour après le terrible accident de car de Puyseguin qui a fait 43 morts et autant de familles endeuillées. Lors de la messe et des 2 cérémonies qui ont été célébrées, l'émotion était intacte. C'était il y a 1 an, mais c'est comme si c'était hier. Sur place, Grégoire Guisteau, Christelle Arfel. Viviane Audouin, Mauricette Belvalet.
Les noms des 43 victimes de l'accident de Puisseguin sont désormais gravés dans la pierre. Premier hommage ce matin dans le village de Petit Palais, d'où est parti le car il y a tout juste un an. Ce jour-là, Micheline a perdu sa sœur dans la catastrophe. 64 ans, c'est trop jeune. C'est pas possible, c'est trop dur pour nous. Mais il fallait venir quand même. J'ai fait 3 heures de route pour venir, il fallait que je vienne. Un peu plus tard, à 10 h, dans le bourg de Puisseguin, l'église peine à accueillir la foule nombreuse venue assister à la messe célébrée à la mémoire des victimes. C'est très présent, c'est très prégnant parce que dans mon village, par exemple, il y a 8 maisons fermées et elles sont encore fermées. Il n'y a personne dedans. Toute la journée, la départementale 17, théâtre du drame, est devenue lieu de pèlerinage. Ce qu'il y a, c'est les arbres qui sont toujours brûlés, calcinés. Pourquoi ça a brûlé aussi vite? Et personne n'est capable d'y répondre, c'est ça le problème. Sur la seconde stèle, dévoilée par Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État au Premier ministre, les noms des habitants côtoient ceux du chauffeur du camion et de son petit garçon de 3 ans. L'enquête, en cours, pour connaître les causes exactes de l'embrasement très rapide des 2 véhicules, pourrait prendre des années. L'actualité à l'étranger nous emmène d'abord en Irak. Les troupes kurdes et irakiennes continuent à avancer vers Mossoul, deuxième ville du pays, tenue par Daesh. L'armée irakienne et les Peshmerga ont ainsi libéré plusieurs localités qui étaient aux mains de l'État islamique depuis plusieurs années. Parmi elles, Bartella, ville chrétienne, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière et Louis-François Corruble. Nous sommes sur un poste avancé de l'armée irakienne. Au-delà, les faubourgs de Bartella, une ville chrétienne, reprise aux djihadistes. Soudain, un attroupement autour d'un homme. C'est l'ancien prêtre de Bartella qui remercie ses soldats d'avoir chassé les hommes du groupe de l'État islamique. La dernière fois que j'ai vu mon église, c'était il y a plus de 2 ans. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Je me sens si heureux et je veux aller prier pour tous ces jeunes gens qui nous amènent la liberté. Bartella, une ville saccagée. Les familles chrétiennes sont parties durant l'été 2014. La plupart des maisons ont été pillées. Après plusieurs jours de violents combats, l'armée irakienne a pris possession des lieux. Nous allons rester ici jusqu'à ce que les gens reviennent et rentrent chez eux. Et à ce moment-là, on leur donnera leur maison. Dans cet univers où seuls les hommes en armes semblent avoir droit de cité, un combattant chrétien accompagne 2 civils, l'important un carton empli de photos. Un résumé d'une vie passée qu'il vient de retrouver. On se sent si heureux d'avoir revu nos maisons. On espère revenir lorsqu'il y aura la paix. Les cloches et leur église toute proche, avec ses croix renversées et ses textes sacrés éparpillés. Il y a 2 jours, des snipers y étaient embusqués. Aujourd'hui, tout est silencieux. La plupart des chrétiens ont fui l'Irak, 80% de la communauté est partie vivre à l'étranger. Pourtant, certains s'accrochent et sont bien déterminés et décidés à reconstruire leurs villes et villages détruits. Dans la cour de l'église, les combattants se prennent en photo. L'heure est à l'optimisme. Il n'y a pas de différence entre Kurdes et Arabes, sunnites et chrétiens. On est tous frères. Un moment de paix, alors que les combats se poursuivent pour reprendre d'autres villes chrétiennes de la plaine de Ninive. Aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump sont lancés dans le sprint final. À 16 jours de l'élection présidentielle, les 2 prétendants sillonnent le pays de part en part pour attirer à eux les derniers indécis. Hillary Clinton, à qui les sondages donnent une nette avance, soigne chacun de ses faits et gestes, tous scrutés et commentés, jusqu'au plus futile, sa coiffure, ses tenues, sa mine. Élection américaine, t'as le look Hillary, Catherine Gentil de Cannecaude et Bertrand Guez. En termes vestimentaires, c'est un mélange d'Angela Merkel et de la reine d'Angleterre. Hillary Clinton a adopté le tailleur-pantalon de la chancelière allemande et les tons acidulés d'Elisabeth II. Des vêtements sobres et sérieux, mais avec des couleurs qui permettent de repérer de loin la candidate démocrate à l'élection présidentielle. Ce savant mélange des genres est devenu un uniforme de campagne. L'objectif est bien précis. On fait beaucoup moins de réflexions qu'avant sur ce qu'elles portent. Ces tailleurs-pantalons sans fioritures permettent aux gens de se concentrer sur ce qu'elle dit. C'est ce que recherchent toutes les femmes politiques.
Entre l'étudiante en droit des années 70 et la femme politique d'aujourd'hui, l'évolution du look a été spectaculaire. Sur les réseaux sociaux, certains se passionnent d'ailleurs pour cette métamorphose, au point de commenter chaque jour les tenues passées et surtout présentes. Hillary Clinton, avec ses tailleurs pantalons et son look sobre, fait circuler le message qu'elle n'est pas dans la séduction, mais qu'elle a le sérieux requis pour être la première femme à entrer à la Maison-Blanche. This is the woman. Il y a cependant une coquetterie à laquelle elle ne renoncera pas, elle le dit avec humour. Je sais que je ne suis peut-être pas une candidate très jeune, mais j'ai un grand avantage. Je me teins les cheveux depuis très longtemps. Et ne vous attendez pas à ce que mes cheveux blanchissent à la Maison-Blanche. Le look d'Hillary Clinton est en train de devenir un emblème. En tailleur pantalon de couleur, des dizaines de jeunes ont récemment dansé dans les rues de New York. Une forme d'hommage et de soutien à la candidate démocrate. En France, l'onde de choc du livre de confidences de François Hollande continue à se propager. Et si Manuel Valls avait plus de chances que lui de remporter la présidentielle? Le Premier ministre y pense sérieusement. Ce week-end, il a avancé ses pions pour 2017. Mais voilà, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon rejettent sa main tendue. Son appel au rassemblement, c'est l'un des faits marquants de ces derniers jours. Voici Partie de campagne, épisode 9, signé Pierre Grange, Michael Merle et Mathieu Lézy. Ils l'ont éjecté. Il y a eu des phrases qui ont pu être sorties de leur contexte, des lobbies sionistes. Résultat du premier tour le 19 octobre. Tout sourire, elle y croyait. Cécile Duflot était la favorite et finalement, elle n'atteint même pas le deuxième tour de la primaire des Verts. À son QG, ses militants l'ont attendue en vain. Elle a disparu depuis 4 jours et ses vieux rivaux se réjouissent ouvertement. Quand on a une stratégie d'isolement, comme elle l'a fait, on finit seul. Elle a abîmé l'écologie. Daniel Cohn-Bendit en rajoute une couche. Ils lui ont fait payer le moi. Europe Écologie, c'était elle et c'est la catastrophe politique, donc ils l'ont éjecté. Le candidat des Verts à la présidentielle sera donc soit Michel Rivasi, soit Yannick Jadot, les deux finalistes. Tous les deux, des anciens de Greenpeace. Ils ont encore un peu de mal à remplir les salles. Qui va croire, même ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'on va gagner l'élection présidentielle? Mais se battent pour que l'écologie revienne dans la campagne. Dans la même ville, Rennes, 2 jours plus tôt, 3000 personnes écoutaient un Alain Juppé en vous voyant réunis dans cette plus confiant que jamais. Au fond de mon cœur, je me dis, ça va le faire. Depuis le premier débat de la primaire, il y a 10 jours, il y a un candidat à droite qui savoure sa nouvelle notoriété, c'est Jean-Frédéric Poisson. Le successeur de Christine Boutin, au Parti chrétien-démocrate. Inconnu il y a 10 jours, avant le débat, et désormais on l'arrête. Et on le félicite. Merci. C'est certainement des effets de l'émission de la semaine dernière, évidemment. Il s'est présenté comme un homme authentique qui vient du monde de l'entreprise. Il ne prétend pas avoir réponse à tout et ça a eu de l'effet. J'ai bien apprécié votre attitude, vos réponses. Et Le député Poisson parle sans note d'un revenu universel pour tous les Français. Il est aussi opposé à l'avortement, au mariage homosexuel, ce qui mobilise les militants de la Manif pour tous. Il y en a certainement d'autres. Je crois qu'il y a Marion Maréchal Le Pen. Voilà, donc bravo. Certains à droite se demandent qui est vraiment ce candidat, qui compte s'afficher avec le maire de Béziers, soutenu par le Front National, et qui vient de déclarer qu'Hillary Clinton est soumise au lobby sioniste. Nathalie Kosciusko-Morizet dénonce des thèses complotistes, de l'antisémitisme. Elle saisit la haute autorité de la primaire et il risque l'exclusion. Je suis aux antipodes de l'antisémitisme que je condamne avec la dernière énergie. Je n'ai aucune sympathie pour les thèses complotistes. Mais je constate que quand on aborde un certain nombre de sujets dans notre pays, c'est comme si la parole était interdite. Et ça, je ne l'accepte pas. Pendant ce temps-là, François Hollande continue de faire référence à sa possible candidature. Le voilà au salon de l'alimentation. Je viens chaque année dans ce salon qui est exceptionnel. Oui, c'est tous les 2 fois. Ça fait 2 fois. Je viens. Et il ajoute, optimiste. J'essaierai d'être là la prochaine fois. Merci. Même si son Premier ministre propose désormais de faire le rassemblement de la gauche autour de lui. Et moi, je veux que la gauche vive
Je veux rassembler. Le président est en train de perdre une partie de ses troupes. Maintenant, la question qui est posée, c'est qui tout double? Sincèrement, moi je suis pour le quitte, pas pour le double. La plupart des députés socialistes rechignent à soutenir publiquement le chef de l'État car sur le terrain, ils ont de plus en plus de mal à défendre son bilan. Pascal Terrasse, par exemple. Dans sa circonscription, on lui glisse des CV en espérant qu'il pourra aider à trouver un emploi. Comme les autres députés socialistes, il a reçu un texto pour lui demander de signer un appel à la candidature de François Hollande. Je ne l'ai pas signé. Je veux savoir sur quelle ligne politique il veut s'engager à être candidat à la présidence de la République. Je n'ai pas de réponse. Donc moi, signer des chèques en blanc, jamais. Tout le monde lui a parlé ici des confessions du président aux journalistes. S'il repasse, là, je comprends plus rien, moi. Moi, je dis que la France, elle a besoin d'un renouveau, elle a besoin de quelque chose qui bouge, elle a besoin de... d'Emmanuel Macron. Il teste la popularité d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas? Manuel Valls. Ou Manuel Valls comme recours. Trop autoritaire? Ouais, moi, il me plaît pas trop. Ah ouais. Et dans ses réunions, il n'hésite plus à critiquer le bilan du quinquennat. Le président est dans le sale drap, comme on dit. Il est dans le sale drap parce que la situation économique n'est pas là. Cela n'empêchera pas le chef de l'État de célébrer mercredi les 100 ans de la naissance de François Mitterrand au musée du Louvre. Le lendemain, Nicolas Sarkozy ira défier Alain Juppé à Marseille. Lui tiendra un meeting, alors que son principal adversaire visitera les quartiers nord. Le scrutin approche. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois de la primaire de la droite, à 3 mois de la primaire de la gauche et à 6 mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle. On connaîtra mardi les chiffres du chômage en France pour le mois de septembre. Parmi les rares secteurs qui embauchent de façon continue, celui des métiers de la restauration. Un grand chef étoilé, Thierry Marx, a lancé en 2012 à Paris une école de cuisine gratuite basée sur la motivation pour les personnes éloignées de l'emploi. Son succès ne se dément pas, comme le montre ce reportage de Denis Cadot et Loïc Legret. Vanessa, la blonde, est chef de ce nouveau restaurant japonais. Sarah, la brune, la seconde dans sa tâche. Quant à Hamed, il est commis de cuisine. Point commun, leur formation, puisque le trio est passé par Cuisine Mode d'Emploi, cette école de la seconde chance, fondée il y a déjà 4 ans par le chef étoilé Thierry Marx. L'épanouissement se fera dans l'entreprise, avec des chefs d'entreprise qui accueillent nos stagiaires et qui le font avec cette reconnaissance qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de collaborateurs dans ces métiers. Pénurie en boulangerie ou en cuisine, ce sont ainsi plusieurs dizaines de milliers de postes qui s'offrent aux candidats. À l'issue de seulement 8 semaines de pratique intensive, suivies de 4 semaines de stage, les élèves sont donc quasi assurés de trouver du travail. Sur la mise en place de ce matin, est-ce qu'on est bon? La garniture pour les nouilles sautées chinoises, c'est fait, tout est prêt. L'avantage en plus en cuisine, c'est qu'on peut, en très peu de temps, en 1 an par exemple, travailler dans plusieurs entreprises, parce qu'il y a du boulot. Donc on peut travailler 3 mois chez, par exemple, un restaurant gastronomique, 3 mois dans un restaurant traditionnel, et puis voir un peu comment ça se passe partout. Une aubaine pour ces adultes en reconversion professionnelle ou ces jeunes sans emploi. Le but final, c'est de trouver un travail en fait, fixe, un CDI à temps plein. On porte ébullition, salé, poivré, BG, sulfu, couvercle au four. Action tout le monde! Seulement 2 exigences pour réussir sa formation express, l'amour de la cuisine et une motivation sans faille. On récupère toutes les bases, tout ce qu'il faut pour bien se lancer, pour bien démarrer. Née du côté de Ménilmontant, cette école gratuite de la restauration reçoit beaucoup de candidatures. Seule condition avant la sélection, être au chômage, même dans un métier aussi inattendu que celui de ténor. Et toujours à propos d'emploi, on parle souvent du stress et de la souffrance au travail, mais la tendance paraît s'inverser. Les patrons semblent de plus en plus conscients que le bien-être de leurs salariés est indissociable de leur efficacité. Et ça passe souvent par l'aménagement des lieux. Florence Demini, Bertrand Lachat et Irina Fourny en voyage dans l'espace. À l'extérieur, la façade est plutôt banale et pourtant nous voici au cœur d'une start-up nantaise. Le patron est juste là, en train de disputer une partie de tennis de table. La cuisine, c'est un nouvel espace à côté des bureaux paysagers, de la couleur, des petits salons ouverts. Objectif, l'épanouissement de tous les salariés. Forcément, quand vous apportez plus de confort dans l'espace de travail, ça se ressent sur
Rien que sur l'attitude et sur le comportement des personnes. Ils sont plus joyeux, ils sont plus contents. On l'a tout de suite vu, nous, quand on a déménagé. Il y avait un phénomène où les gens s'étaient appropriés les bureaux et tout de suite, il y avait un peu plus de gaieté. Quand on est heureux, on est meilleur. Oui, c'est vraiment le cas. Moyenne d'âge, 26 ans, et la bougeotte en commun. Rester 8 heures par jour derrière son bureau, c'est compliqué. Donc effectivement, pouvoir aller dans d'autres espaces, pouvoir changer d'air, finalement, ça fait du bien. Vous avez fini le projet Les dossiers s'écrivent sur les murs blancs et se partagent d'un coup d'œil. C'est vraiment une nouvelle méthodologie de travail et puis quand on a mis les pieds dedans, on ne peut plus en ressortir, quoi. Cet esprit un peu révolutionnaire perce dans de grandes entreprises où l'on ose enfin supprimer le bureau fermé. Je me suis fait un point d'honneur en arrivant ici à imposer, si je puis dire, l'open space pour tout le monde, y compris l'équipe de direction et moi-même, évidemment. Je crois que c'est une question d'équité, d'exemplarité. Bonjour. Au choix, on travaille à son bureau ou dans l'une des 35 salles de réunion personnalisées. Entrée libre. Bonjour Rebecca. Bonjour. J'aurais très bien pu me mettre dans un espace ouvert, mais là j'avais besoin de me concentrer, de me préparer, donc je me suis mis dans une grande salle. Et si l'on veut la confidentialité, on appelle ça les box TGV. Personne n'est dans le train, mais l'idée c'est qu'on puisse s'isoler. Bonne journée. Un investissement conséquent, mais les bénéfices sont réels. Franchement, non, il y a pas photo, quoi. C'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Et ça, c'est le directeur financier qui le dit. Eh oui, c'est le directeur financier qui le dit. Donner envie, être créatif, se dépasser, histoire d'en finir avec l'image négative du travail. Vous savez quelle est l'étymologie du mot travail, hein? C'est tripalium, qui était un outil de torture utilisé par les Romains pour punir les esclaves. Donc je crois que tout est là. Moi j'y vois du plaisir à travailler, j'y vois du développement personnel, j'y vois un moyen de rencontrer d'autres personnes et de s'enrichir. Donc je pense qu'effectivement on traîne derrière nous un historique qui n'est pas très positif. Pour réussir, ces modifications profondes de l'espace de travail se font en concertation avec les salariés. C'est aussi le cas ici, avec des bureaux partagés. Aucun bureau attitré, mais 10 espaces selon les activités. Et on se sent aussi un petit peu à la maison. On a tous donné notre avis, donc on se sent quand même un petit peu chez nous, même si on n'a pas notre petite plante ou notre photo de famille. À l'arrivée, c'est aussi un gain financier conséquent. On réduit de 40% la surface nécessaire au travail et ce n'est pas le seul avantage recherché. Si vous êtes tous les jours dans un univers de travail où vous avez les mêmes voisins, au bout d'un certain temps, vous vous racontez les mêmes choses. Et votre cerveau finit par prendre des raccourcis et répéter toujours les mêmes histoires. Notre philosophie consiste à dire que si on veut innover, il faut faire se télescoper les gens. Finalement, les bureaux changent, oui, mais c'est grâce à l'évolution du management. Être heureux au travail, c'est possible, c'est même fructueux. L'équation gagnant-gagnant n'a jamais été aussi vraie. C'est une question que vous vous posez sans doute quand vous faites tomber votre téléphone et qu'il se brise ou quand il commence à bugger. Comment sont recyclés les portables, en sachant qu'on en change en moyenne tous les 2 ans? 24 millions de téléphones sont vendus chaque année en France, 2 milliards dans le monde entier. Iront-ils polluer la planète ou saurons-nous recycler ces appareils aux richesses, vous allez le voir, insoupçonnées? Jérôme Garot et Michael Merle ont répondu à l'appel. C'est le nouvel organe du corps humain. Un objet omniprésent, mais avec une courte vie. En France, plus de 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs. J'ai pas voulu m'en débarrasser, je les ai oubliés pendant tant d'années, et maintenant il est temps de leur donner une nouvelle vie. Et cette seconde vie passe par les points de collecte. Aux consommateurs de rapporter ces appareils. Au départ, on avait beaucoup de mal à recycler ces appareils électriques. Et aujourd'hui, en tout cas à fin 2015, on aura collecté plus de 460 000 tonnes. Pour ce téléphone, c'est le début d'un long voyage. Anvers, nord de la Belgique. L'une des plus grosses usines de recyclage de déchets électroniques en Europe. 160 hectares pour traiter des appareils et des téléphones de tout le continent. Un trésor insoupçonné. Ici, on a une carte téléphone portable sur laquelle on peut voir bien les points de contact qui sont en or, mais il y a aussi des composants là-dessus qui contiennent d'autres métaux précieux, comme le cuivre, le palladium. C'est riche. Là, on a des teneurs d'or d'environ 300 grammes par tonne. Et voici l'or récupéré après recyclage. 300 grammes par tonne de carte électronique, 60 fois plus que dans une tonne de minerai. Ça peut être réutilisé ou recyclé éternellement. Par exemple, aux producteurs d'électronique qui vont en faire de nouveau d'autres outils électroniques.
Récupérer un téléphone, c'est aussi neutraliser les polluants, comme ceux contenus dans la batterie. Un enjeu environnemental. Nous changeons de téléphone portable tous les 2 à 3 ans en moyenne. C'est très rapide et c'est aussi un problème pour l'environnement. L'inconvénient avec les smartphones, c'est qu'ils sont compliqués à démonter et à réparer. Face à ce problème, une solution a été trouvée ici, à Amsterdam. Le premier smartphone durable et polyvalent, mis au point dans cette entreprise pour limiter le gaspillage. Tout d'abord, presque sans outils, vous démontez le téléphone. Au lieu de jeter son portable quand la batterie est épuisée ou l'écran cassé, il suffit de remplacer les éléments endommagés. Nous pensons que c'est très important de concevoir des appareils qui peuvent durer, évoluer et être réparés facilement. Invention et réadaptation. En France, la filière du recyclage est récente. Mais déjà 3600 emplois dépendent de la récupération des appareils électriques. C'est l'heure de la Minute Sport qui revient sur l'actualité du week-end. Au menu, et on ne pouvait pas mieux commencer la saison de ski, la victoire d'Alexis Pinturault en slalom géant, mais aussi une première à Saint-Cloud, un quintet entièrement féminin. Une Minute Sport signée Jean-Pierre Ferré et Emmanuel Billiard. Première course et déjà une première victoire cette saison pour Alexis Pinturault. À Solden, le Français marque des points et les esprits en survolant ce slalom géant. Oui, c'est très bien, ça fait toujours plaisir, surtout que avant d'arriver ici, on ne sait jamais réellement où on se situe, donc au moins ça prouve que je suis dans le temps. Grâce à ce 16e succès en Coupe du Monde, le Savoyard entre dans l'histoire en devenant le skieur français le plus titré devant Jean-Claude Killy. Elles aussi ont marqué l'histoire cet après-midi à Saint-Cloud. Elles, ce sont les 17 femmes qui ont participé au premier quintet 100% féminin. Désormais, un jockey sur 6 est une jockey. L'occasion de leur offrir une course rien que pour elles. Mais l'histoire ne dit pas si c'est une femme qui a touché ce quintet dans l'ordre. Elles n'étaient pas à cheval, mais en voiture. Et à la piste de Saint-Cloud, elles ont préféré le désert marocain. Durant 11 jours, 250 équipages féminins ont participé au trophée Rose des Sables. Au programme, orientation et franchissement de dunes. Et à ce jeu, contre toute attente, ce sont des Québécoises qui l'emportent. En cette période de vacances, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre dans une destination plutôt inattendue, la Roumanie. Le tourisme y est en plein essor et le pays en attend beaucoup, modernisant ses infrastructures, améliorant l'accueil. La Roumanie a reçu plus de 2 millions de visiteurs l'an dernier. Anne-Laure Cros et Jean-François Monnet vous emmènent au pays de Dracula. Niché au cœur des Carpates, dans cette forêt en Transylvanie, le château de Dracula sort de la brume. Place forte pendant des siècles, il est aujourd'hui assiégé tous les jours par des milliers de touristes. C'est un arrêt comme obligatoire. C'est le premier endroit qu'on voulait visiter en Roumanie. Un labyrinthe de petites pièces, des escaliers étroits, une salle de torture. Les touristes viennent du monde entier jusqu'ici pour retrouver l'atmosphère du roman culte. La légende de Dracula est la meilleure publicité pour le château. C'est très évocateur, très particulier. Et c'est bien de venir là, surtout à l'approche d'Halloween. La Roumanie, c'est aussi des paysages pittoresques. Pour attirer un public plus large que les fans de vampires, l'État fait des investissements massifs. Dans la ville typique de Sibiu, les toits ont des yeux. Et devant ces yeux, les églises et les façades du 19e siècle retrouvent leur couleur. Plus de 80% du centre est restauré. Un chantier de grande ampleur mené depuis que la ville a été désignée capitale européenne de la culture en 2007. Le nombre de visiteurs a explosé. Aujourd'hui, on compte 3000 hébergements dans la ville, sans compter la banlieue où il y a aussi un grand nombre d'hôtels et de chambres d'hôtes. Il y a une dizaine d'années, il y avait un nombre restreint d'hôtels, seulement 4. La Roumanie valorise donc son patrimoine. Un tiers des sources thermales d'Europe se trouve ici et le pays veut devenir une référence pour le tourisme balnéaire. Des stations, comme Touchnad en Transylvanie, se reconstruisent. Avant, il y avait un ancien cinéma et une salle de danse. Et grâce à une aide financière du gouvernement de près de 5 millions d'euros, on a pu faire ce centre de loisirs et de bien-être à la place. Les hôtels délabrés de la période communiste sont aujourd'hui refaits à neuf. Nous avons fait un spa, nous avons modernisé les chambres et de 2 étoiles, on est passé à 4 étoiles.
Le secteur est porté depuis l'an dernier par une baisse importante de la TVA sur les services d'hébergement de 24 à 9%. La Roumanie est l'une des destinations les moins chères en Europe. Elle commence à être compétitive face à ses voisins hongrois et bulgares. Le nombre de nuits que les touristes étrangers ont passé sur place a augmenté de 16% en un an. C'est la plus forte croissance au sein de l'Union européenne. C'est bientôt l'heure des prix littéraires et à cette occasion, nous avons voulu vous faire partager notre coup de cœur. Son livre, un premier roman, tout le monde en parle. Ses ventes décollent, il est en lice pour quasiment toutes les récompenses. Ces petits pays du slameur Gaël Faye, un témoignage exceptionnel sur la guerre entre Tutsi et Hutu, raconté à travers le regard d'un petit garçon franco-rwandais de 10 ans. Kathleen Emery et Philippe Véron ont tourné la page avec lui. Petit pays, c'était le titre d'une de ses chansons. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil. Il en a fait un livre. Le roman de Gaël Faye, figure montante de la scène slam française, est sans doute l'événement le plus étonnant de cette rentrée littéraire. Personne n'a vu venir le best-seller. Ni moi, ni la maison d'édition. Lorsqu'ils ont lu le manuscrit, bien sûr qu'ils m'ont félicité, mais ils m'ont pas dit c'est bon, champagne. Pas du tout. Le livre, c'est son histoire, ou presque. L'histoire d'un gamin de 10 ans qui vit heureux au Burundi, entre son père français, sa mère rwandaise et sa petite sœur, jusqu'à ce que la guerre entre Hutu et Tutsi fasse tout voler en éclats. J'ai écrit ce livre parce que je me souvenais que avant la guerre, il y avait eu une enfance heureuse. Enfance rattrapée par l'histoire, retour précipité en région parisienne en 1995, il a 13 ans. Quand on arrive, nous ne sommes pas des réfugiés ou des migrants comme on peut le dire. Nous sommes des personnes qui quittons des bonheurs, qui quittons des endroits où il faisait bon vivre, des endroits où on avait de l'amour, on avait des familles. Et c'est ça que je veux raconter. 21 ans pour oser raconter. Aujourd'hui, à 34 ans, Gaël Faye multiplie les rencontres, les signatures. Ici, à Jussieu, face aux jeunes qui l'ont nominé pour le prix Goncourt des lycéens, qu'il obtiendra peut-être. Je me suis rendu compte que ce soit le roman ou la chanson, même si les formes diffèrent, ça participe du même mouvement, qui est un mouvement d'écriture pour moi, qui est un peu le même souffle. Il y a la même musicalité dans le geste. J'avais envie de la raconter, cette histoire, donc il était temps. Ce premier roman est un hymne au Burundi, le petit pays de sa jeunesse, et au Rwanda, où il vit aujourd'hui. Un livre magnifique sur la fin des illusions de l'enfance. Et puis au cinéma, parmi les sorties de la semaine, un film très remarqué, Tamara, d'Alexandre Castagnetti. C'est un premier film pour sa jeune héroïne, la talentueuse Héloïse Martin. Un premier film aussi pour son partenaire, la nouvelle idole de nos adolescentes, Ryan Bensetti, le gagnant de Danse avec les stars. Un long métrage qui traite de l'âge ingrat avec humour et qui envoie valser bien des clichés. Corinne Magne et William Wilmin ont mis un 10. Meuf, on est ensemble! Salut les trolls. Alors, c'est la rentrée des grâces? Si on veut se faire respecter, c'est maintenant que ça se joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. Ce film, Tamara, aurait pu s'appeler La revanche d'une ronde. L'histoire d'une adolescente complexée par ses rondeurs, à qui l'on ne fait pas de cadeaux. Tamara, pardon. Dans son nouveau lycée, elle prend une résolution, séduire le plus beau garçon de la classe. C'est Chilin, tu connais? Pas du tout. Un premier rôle au cinéma pour Héloïse Martin, qui défend sa différence. C'est pas rien, hein. Il faut faire rigoler l'autre, il faut lui parler, il faut créer une complicité avec lui en fait, peu importe je pense le physique. Tu les as défoncés. Premier film aussi pour Ryan Bensetti, déjà adulé par le jeune public. J'ai fait des téléfilms, des séries et tout ça pour arriver justement au but de faire du cinéma. Et je suis content en plus de faire un premier film comme Tamara parce que c'est un très très beau film. Allez le voir. Hein. Sportif, chanteur, acteur et gagnant de Danse avec les stars, il n'en fallait pas plus pour que le séduisant jeune homme de 23 ans devienne la coqueluche des lycéennes. Ryan, je t'aime. Vous êtes jalouse de Tamara? Oui. Ça va pas, non? Et le film a lui aussi tous les atouts pour séduire parents et enfants. Non, mais Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. Dans la même veine que LOL ou encore La Boum, il y est question de ces relations compliquées, parfois maladroites. Il y a carrément quelque chose même, avec un côté plus généreux. Voilà, merci. Prostituée. Il y aura toujours ce tiraillement entre l'adulte et celui qui va devenir adulte
ou l'enfant d'ailleurs. Parce qu'il y en a un qui veut de la liberté, l'autre qui essaye de retenir. Ça va pas marcher. Alexandre Castagnetti, le réalisateur, a su faire de l'histoire de Tamara, d'abord personnage de bande dessinée, un film positif, drôle et émouvant, presque une thérapie à faire en famille. Bah c'est bon, je suis grosse, pas des billes. T'es la meilleure, Tam. T'es la meilleure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, suivie de votre film du dimanche soir, X-Men, Days of Future Past, avec Hugh Jackman et Jennifer Lawrence. Demain, vous retrouvez Jean-Pierre Pernaut à 13h, Julien Arnaud à 20h, vendredi Anne-Claire Coudray. Permettez-moi d'embrasser notre réalisateur Jean-Pierre Bouliez, avec qui je travaillais ce soir pour la dernière fois. Jean-Pierre, au nom de l'équipe du Week-end, je te souhaite plein de bonheur. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.